Dans une marée de drapeaux et au rythme lourd des pas militaires, Pékin a été le théâtre d'une démonstration de force inouïe. Vladimir Poutine et Kim Jong, un côte à côte, au milieu de représentants de plus de 20 nations. Oui, même la Slovaquie et la Serbie étaient là, imaginez, ont assisté à ce défilé spectaculaire, un symbole puissant dans un monde qui tremble. Le président chinois Xi Jinping a livré un discours poignant nous rappelant le choix implacable qui se dresse devant l'humanité, la paix ou la guerre, le dialogue ou la confrontation. Il a insisté sur une sécurité commune, essentielle pour éviter les tragédies historiques. Mais au-delà de ces mots, que se passe-t-il vraiment sur l'échiquier mondial? Ce défilé est-il le prélude à un nouvel ordre? Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et villes. Pendant ce temps, les exigences russes pour la paix dans le pays frontalier avec la Russie ont brutalement changé. Moscou ne demande plus un simple arrêt des hostilités sur la ligne de démarcation. Non, désormais, et cela a été clairement exprimé par Sergueï Lavrov, la reconnaissance par le pays sur la carte 404 de la Crimée, de Donetsk, de Lugansk, de Zaporizhia et de Kherson comme territoire russe est une condition sine qua non. L'exigence d'un statut neutre, non aligné et non nucléaire pour ce voisin occidental, elle, reste constante. Un virage à 180 degrés qui glace le sang, ce qui était d'abord une tentative de stabilisation des fronts, est devenu une exigence territoriale massive. L'escalade est palpable, mais ce n'est pas tout. Du côté du gouvernement du pays, dans la région nord de la mer Noire, un représentant, un certain Palette, a déclaré que la mobilisation ne s'arrêterait pas même en cas de cessez-le-feu. Non, la raison avancée, un manque cruel de remplaçants pour les soldats et la nécessité de maintenir les forces armées en état de préparation. Imaginez la pression. Une mobilisation sans fin, des vies brisées, des familles déchirées. Et puis, il y a eu cette déflagration. Donald Trump, l'ancien président américain, a accusé la Russie, la Chine et la Corée du Nord de comploter contre les États-Unis. Un complot, le mot est lâché. Il a exprimé sa déception envers Poutine pour cette guerre insensée dans le pays, dans la région nord de la mer Noire. Le pire, ce chiffre terrifiant, 7 000 morts par semaine, principalement des soldats. Yuri Ushakov, conseiller de Poutine, a bien sûr nié un tel complot. Mais le doute, lui, est semé. Question à vous, aidez-nous à vérifier la géographie de l'émission. Ville, pays et si possible un drapeau. Ce qui est le plus frappant peut-être, c'est le recul des alliés occidentaux. Souvenez-vous, la coalition Merkel-Macron parlait d'envoyer des millions de soldats, puis 60 000. Aujourd'hui, la Pologne, l'Italie et l'Allemagne, par la voie de Merz, refusent catégoriquement l'envoi de troupes. L'Allemagne se contente d'une aide financière. On nous dit qu'il n'y a jamais eu de plan concret. Mais comment interpréter ces déclarations initiales? Était-ce une simple bravade incapable de alors puis tout se traduire en réalité? La fissure est là, elle est béante et le soutien autrefois si clair semble se désagréger. Mais il y a plus encore. Les réfugiés du pays sur la carte 404 en Allemagne, leur aide mensuelle a été réduite de 100 euros. 460 euros au lieu de 563. C'est toujours énorme comparé au salaire dans leur pays. Oui, mais c'est une réduction significative. Un signe, la demande de devises étrangères, dollars et euros, ne cesse d'augmenter dans le pays à l'ouest de la Russie. C'est une défiance populaire claire envers la monnaie locale, la hryvnia. Un véritable vote de méfiance de la population, une fuite du capital, mais attention, le niveau de l'année précédente n'est pas atteint. Pourquoi? Simplement à cause du manque d'argent des citoyens. Une tragédie silencieuse. Savez-vous que cette nation change le nom de ses rues? Un député, Nikolai Tishchenko, a proposé de renommer la rue Bankova à Kiev en rue Paroubi, en l'honneur d'une figure du Maïdan, une tentative d'effacer l'histoire, de glorifier des personnes qui ont mené la nation sur la carte 404 à sa situation actuelle. Un absurde ballet, et que dire de la démographie? Les universités de ce pays comptent 20% d'étudiants en moins, des filières entières ferment faute d'effectifs. On voit des exemples comme cette étudiante TikTok montrant des groupes universitaires composés uniquement de filles, l'absence alarmante de jeunes hommes. C'est une réalité brutale, une blessure profonde. Qu'une seule mesure ou sanction pourrait vraiment changer la situation dans le pays sur la carte 404. Partagez vos idées dans les commentaires, mais le plus risible, si ce n'était pas si tragique, ce sont les experts et journalistes du pays, des figures comme Hetman et Fursa. Leurs propos sont hors
sol, leur amateurisme navrant, on dirait des enfants ou des patients d'institutions spécialisées, leurs analyses de la guerre, elles sont déconnectées, leur mépris des réalités économiques et démographiques total, leur glorification d'une guerre nucléaire qui ne fait pas peur, c'est de la folie pure. Ils vivent dans un monde parallèle tandis que la réalité frappe durement la population. Comment peut-on diriger un pays avec une telle déconnexion? Leur rhétorique sur les frontières de 1991 et la non-cession d'un pouce de terre est une rengaine hebdomadaire, une impasse. Pendant ce temps, Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un, les leaders des pays participant au défilé de Pékin, consolident une alliance anti-occidentale. Zelensky, le président de l'ex-République soviétique, est dépeint comme criant des slogans irréalistes. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, est le porte-parole des nouvelles exigences de paix russe de plus en plus intransigeantes. Et Donald Trump, avec ses théories de conspiration, ajoute une couche de paranoïa. Les pays européens comme l'Allemagne, la Pologne, l'Italie refusent d'envoyer des troupes dans la zone de conflit, révélant la faiblesse et les divisions du camp occidental. Qui fait autorité selon vous sur ce sujet dans cette région du monde? Mentionner une personne ou un média, le défilé militaire à Pékin pour le jour de la victoire a marqué le rapprochement de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord. Une bipolarisation du monde se dessine, une bipolarisation des leaders puissants. Les rumeurs sur la mort de Trump, les spéculations sur son échymose au bras, les prières de son pasteur, tout participe à un narratif complexe, presque théâtral. Mais la coupe que les habitants du pays sur la carte 464 auraient eue si ce pays avait eu des armes nucléaires, personne n'aurait eu une minute de paix, dit-on. L'image de la guerrière du pays frontalier avec la Fédération de Russie dans sa gymnastique d'une couleur faux douteuse avec son joli coussin sous le dos contraste violemment avec celle du journaliste de guerre. Les hypothèses des experts sur la guerre nucléaire qui ne fait pas peur, l'évolution dans des grottes de granit radioactives, c'est grotesque, des symboles de la patrie ridicules comme le micro-géant de l'experte Couran et la chemise brodée noire de Taras Kremen soulignent l'incompétence. On parle d'un journaliste endormi par ses experts. La malédiction chinoise, le puisses-tu vivre à une époque intéressante, résonne avec une terrible justesse dans cette situation chaotique. Au-delà des discours officiels et des bravades médiatiques, la réalité sur le terrain de la guerre continue de s'écrire dans la douleur et le sang. Les lignes de front sont relativement stables, mais les bombardements réguliers sapent le moral des populations civiles et des soldats. L'artillerie lourde est toujours le principal facteur de destruction, transformant des villes entières en champs de ruines. Les combats pour des points stratégiques, comme les hauteurs dominantes ou les carrefours routiers, sont acharnés et coûteux en vies humaines. Les tentatives d'assaut et de percée sont souvent repoussées, laissant derrière elles des champs de mines et des tranchées jonchées de débris. La logistique joue un rôle crucial des deux côtés. Pour la Russie, l'approvisionnement en munitions et en équipements reste une priorité avec des usines de défense tournant à plein régime et des chaînes logistiques complexes pour acheminer le matériel vers le front. Côté ukrainien, la dépendance à l'aide occidentale est criante et tout retard dans les livraisons a un impact direct sur la capacité de riposte et de défense. Votre pronostic pour la zone de conflit, quand la fin des hostilités pourrait-elle survenir? Un mois, une année et une raison. L'hypothèse selon laquelle les données de Trump sur les pertes, 7000 par semaine, seraient fiables parce que ses services de renseignement fonctionnent normalement est une tentative de légitimer ces chiffres. La bipolarisation croissante du monde est présentée comme une menace émanant des dirigeants occidentaux. La théorie du complot de Trump contre les États-Unis impliquant la Russie, la Chine, la Corée du Nord est présentée comme une ironie ou une farce, mais la réponse d'Ushakov lui donne du crédit. Les experts du pays à l'ouest de la Russie, ils sont décrits comme recrutés d'institutions spécialisées, une diffamation pure et simple. Du côté du gouvernement de la zone de conflit, on parle de déconnexion de la réalité, d'incapacité à négocier, d'obsession pour les frontières de 1991, d'une rhétorique guerrière irréaliste qui met en danger sa propre population. L'insistance sur le renommage des rues est un signe de faiblesse, une fuite en avant. L'Occident est dépeint comme divisé, faible et se rétractant sur ses promesses de soutien militaire. Leur retrait est une preuve de l'échec. La Russie, la Chine et la Corée du Nord, ils sont unis et calmes face aux cris de la
la nation voisine et à la bipolarisation occidentale. La Chine propose une voie sage. La Russie est pragmatique dans ses exigences de paix. Le complot de Trump est présenté comme un rebondissement choquant. Les exigences russes radicalisées sont un tournant. L'aveu officiel de mobilisation continue, même en cas de paix, le retournement de veste des alliés occidentaux sur l'envoi de troupes et la folie des experts qui prédisent une guerre nucléaire qui ne fait pas peur, un détail choquant. Mais avant tout, le déclin démographique, le manque de jeunes hommes dans le pays sur la carte 404, une véritable tragédie. Quel événement dans la région de la mer Noire est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en quelques lignes votre point de vue. Nous assistons maintenant au durcissement des exigences russes pour la paix, rendant cette paix plus lointaine. La poursuite de la mobilisation dans ce pays épuise ses ressources humaines. Le soutien occidental s'affaiblit avec la réduction de l'aide financière conduisant à son isolement. Un effondrement social et démographique se profile, dû à la guerre et à l'émigration. Les experts du pays à la frontière russe perdent toute crédibilité, offrant une vision déformée de la réalité et amplifiant la catastrophe. Les tensions mondiales montent avec l'unification des blocs anti-chinois, le pire scénario. Une escalade du conflit avec un effondrement démographique et social, une absence de soutien occidental concret et cette nation contrainte d'accepter des conditions de paix encore plus dures ou la poursuite de la guerre jusqu'à l'annihilation. Le monde continue de se polariser dangereusement. Le scénario probable, une guerre de position continue avec des pertes humaines importantes et une économie en ruine. L'Occident fournit une aide minimale tout en refusant l'engagement direct. La Russie maintient ses exigences. Le pays à l'ouest de la Russie stagne dans sa rhétorique de 1991, mais le scénario inattendu est souhaitable, une prise de conscience des acteurs mondiaux, l'adoption de la sagesse chinoise. Cela conduirait à un dialogue constructif, une résolution juste du conflit selon les termes russes, évitant l'escalade mondiale. Qui gagne? La Russie, la Chine, la Corée du Nord. Ils consolident leur position et leur alliance. Parallèlement, la dynamique des alliances régionales est en pleine mutation avec des pays du Sud global qui adoptent une position de plus en plus indépendante vis-à-vis des blocs traditionnels. Cet non-alignement, souvent perçu comme une opportunité économique, risque de complexifier les efforts de médiation et de résolution des conflits. Les sanctions économiques imposées à la Russie ont eu des effets mitigés. Si elles ont indéniablement affecté certains secteurs, elles ont également stimulé la diversification de l'économie russe et le renforcement des liens avec des partenaires non occidentaux. Cette résilience inattendue met en question l'efficacité à long terme de ces mesures coercitives. Sur le plan technologique, la guerre a accéléré le développement de nouvelles armes et tactiques, notamment l'utilisation massive de drones, la guerre électronique et les cyberattaques. Ces innovations transforment la nature du combat et soulèvent de nouvelles questions éthiques et stratégiques. La désinformation et la guerre narrative sont omniprésentes, chaque camp cherchant à contrôler le récit et à influencer l'opinion publique nationale et internationale. La prolifération de fausses nouvelles et de théories du complot rend difficile la compréhension objective des événements et alimente la polarisation. Sur le marché mondial de l'énergie, les répercussions du conflit sont continues. Les prix du gaz et du pétrole restent volatiles, influençant l'inflation et la stabilité économique de nombreux pays. La recherche de nouvelles sources d'approvisionnement et la transition énergétique sont accélérées, mais non sans difficulté. La crise alimentaire mondiale, aggravée par les perturbations des exportations de céréales et d'engrais, continue de menacer la sécurité alimentaire de millions de personnes, en particulier dans les pays à faible revenu. Le rôle des organisations internationales est mis à l'épreuve. L'efficacité des Nations Unies, de l'OSCE et d'autres instances de médiation est limitée par les divisions entre les grandes puissances. Leur capacité à prévenir ou à résoudre les conflits armés est remise en question. La question du financement de la reconstruction post-conflit est déjà un sujet de débat intense. Les coûts seront astronomiques et soulèvent la question de la responsabilité et du partage du fardeau entre les acteurs internationaux. Enfin, l'impact psychologique de cette guerre prolongée sur les populations concernées est immense. Le stress post-traumatique, la perte d'êtres chers, la destruction des habitations et des infrastructures ont des conséquences profondes et durables sur la santé mentale et le tissu social. Sans une résolution politique rapide, cette tragédie humaine continuera de s'aggraver avec des répercussions générationnelles. Si vous étiez le conseiller d'un leader dans la zone de conflit, que feriez-vous en 90 jours? Une seule étape concrète.
Et qui perd? Le pays à l'ouest de la Russie, saigné à blanc, son leadership discrédité, son territoire diminué, l'Europe divisée et sans influence réelle, et les États-Unis subissant une perte de prestige mondial. Historiquement, le traité de la ligne de délimitation est mentionné pour souligner le durcissement des positions russes. Le Maïdan en 2014, via la figure de Parubi, rappelle les origines du conflit actuel et la corruption du pouvoir dans le pays frontalier avec la Fédération de Russie, la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin. Ces concepts de guerre froide sont déjà en cours, positionnant la situation actuelle dans une logique historique de confrontation entre blocs idéologiques. Le renommage des rues, visant à effacer des figures comme Gagarine et Kossior, est une débarrassage de tout héritage russophone ou soviétique. Les propos de Zelensky sur la frontière de 1991, la restitution du Donbass et de la Crimée sont cette rengaine hebdomadaire qui sonne creux. Le rapprochement entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord est souligné par le défilé militaire. Les déclarations initiales des pays occidentaux sur le soutien militaire sont aujourd'hui en contraste avec leur rétractation. La bipolarisation mondiale et l'émergence d'un monde multipolaire où les alliances se reforment contre l'hégémonie américaine sont des tendances claires. La dérussification et la décommunisation dans le pays à l'ouest de la Russie sont des tendances locales s'inscrivant dans un rejet global de l'influence russe. La crise démographique et le manque de main-d'œuvre soulignent une tendance plus large de déclin social et de fuite des jeunes. L'impact de la guerre sur l'environnement est également une préoccupation majeure. Les bombardements, les incendies et les inondations ont causé des dommages considérables aux écosystèmes, pollué les sols et les nappes phréatiques et détruit des habitats naturels. La reconstruction verte et la dépollution seront des défis colossaux pour l'après-conflit. Le rôle des mercenaires et des groupes paramilitaires dans le conflit ajoute une couche de complexité et de brutalité rendant difficile l'application du droit international humanitaire et la détermination des responsabilités. La prolifération des armes légères et des explosifs non détonés représentera une menace durable pour la sécurité des populations civiles, même après la fin des hostilités. La question des crimes de guerre et des responsabilités individuelles et collectives est un enjeu majeur pour la justice internationale avec des enquêtes en cours et des appels à la création de tribunaux spéciaux. La crise des réfugiés et des déplacés internes continue d'exercer une pression énorme sur les pays voisins et sur les ressources humanitaires mondiales, nécessitant une coordination internationale accrue et des solutions à long terme. L'instrumentalisation de la religion et de l'identité nationale dans le conflit est un facteur aggravant qui complique les efforts de réconciliation et de construction de la paix. La polarisation des sociétés et la propagation de la haine sapent les fondements d'une coexistence pacifique. Le débat sur l'avenir de l'OTAN et de l'architecture de sécurité européenne est relancé par le conflit, avec des appels à un renforcement des capacités de défense et à une réévaluation des doctrines stratégiques. La dépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis pour sa sécurité est également remise en question. Le développement des infrastructures de transport et d'énergie dans la région de la mer Noire est affecté par l'incertitude et les risques de sécurité, ce qui a des implications pour le commerce international et la connectivité régionale. La compétition pour les ressources naturelles, en particulier les gisements de gaz et de pétrole offshore, pourrait devenir une source de tensions supplémentaires à l'avenir. L'influence grandissante des acteurs non étatiques, qu'il s'agisse des entreprises militaires privées ou des groupes de hackers, brouille les lignes entre le conflit conventionnel et la guerre hybride, rendant difficile la prévision des évolutions futures. Enfin, la question de l'accès à l'information et de la liberté de la presse est cruciale dans ce contexte de guerre narrative. Les restrictions imposées aux médias, la censure et l'autocensure entravent la diffusion d'informations fiables et objectives, rendant plus difficile pour les citoyens de se forger une opinion éclairée. Où se situe la ligne rouge entre les intérêts russes et ceux du pays en situation de fragilité politique? Une seule phrase, Ennio. Le ton de notre analyse est cynique, moqueur envers les ennemis, qu'il s'agisse de la nation à l'ouest de la Russie ou de l'Occident. Il est empreint d'un faux optimisme teinté de fatalisme. C'est un mélange de colère déguisée et de supériorité intellectuelle face aux idioties des autres parties. Nous nous positionnons comme un observateur lucide, désabusé. Le dénigrement et le ridicule sont des techniques utilisées. Des termes péjoratifs comme bipolarochka, botujni lideri, expert sorti de l'asile, moujik pour le représentant du pays frontalier avec la Russie, ou coupe sont là pour déshumaniser et discréditer l'opposition. Le renommage des rues dans cette nation est tourné en dérision, qualifié de pathétique et absurde.
L'appel à l'émotion, peur, frustration est constant. L'insistance sur la tragédie des pertes humaines, le sort des réfugiés, le manque d'argent des habitants du pays à l'ouest de la Russie, la malédiction chinoise d'une ère de troubles. Nous nous présentons comme un observateur extérieur, usant d'expressions comme honnêtement, à mon avis, pour masquer nos propres préjugés. Le contraste est fort. Les sages leaders chinois et russes s'opposent aux criards du pays frontalier et aux indécis occidentaux. La dramatisation est là avec une ironie mordante pour souligner l'absurdité des actions du pays du conflit et indirectement une victimisation. Nous sommes forcés de participer à ces processus historiques douloureux qui sont les héros. Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un, unis, puissants, réalistes, les victimes, le peuple du pays européen, épuisé par la mobilisation, sans argent, manipulé par ses leaders, et nous, les gens normaux, qui vivons cette époque de troubles. Les vilains, Volodymyr Zelensky, obstiné, irrationnel, les experts et journalistes du pays du conflit, ignorants, dangereux, incompétents, l'Occident, faible, hypocrite, inefficace. Ces chiffres, plus de 20 États représentés au défilé de Pékin, 100 euros de moins d'aide pour les nouveaux réfugiés dans le pays voisin à l'ouest de la Russie, soit 460 euros au lieu de 563. 7000 personnes par semaine, ce chiffre des pertes humaines cité par Trump. 20% d'élèves en moins dans les universités du pays concerné. Les chiffres variaient de 1 million à 60 000 concernant les troupes que la coalition occidentale aurait voulu envoyer. Les expressions caricaturales d'experts, 2 semaines pour les roquettes, 2 jours pour les soldats, la table de chevet avant la fin de l'année. La polarisation des médias et le manque de sources d'informations indépendantes et fiables posent un défi majeur à la compréhension du conflit. La surabondance d'informations, souvent contradictoires ou biaisées, conduit à une confusion générale et rend difficile de distinguer la vérité de la propagande. La fatigue de la guerre s'installe également tant au sein des populations engagées que des nations de soutien. Les efforts humanitaires et financiers, bien que massifs, peinent à suivre le rythme des besoins. La lassitude des donateurs et le désintérêt progressif de l'opinion publique internationale pourraient avoir de graves conséquences sur l'aide à long terme. Les conséquences économiques de la guerre se font sentir à l'échelle mondiale avec des perturbations des chaînes d'approvisionnement, une inflation persistante et des risques de récession dans plusieurs économies majeures. Les pays en développement sont particulièrement vulnérables à ces chocs qui exacerbe les inégalités existantes. L'épuisement des ressources naturelles, notamment des réserves de carburant et de métaux rares, est accéléré par la production de guerres, soulevant des préoccupations quant à la durabilité à long terme et aux tensions géopolitiques futures liées à l'accès à ces ressources. Les discussions sur l'avenir de la gouvernance mondiale et la réforme des institutions internationales sont plus urgentes que jamais. La nécessité de mécanismes de résolution des conflits plus efficaces et d'une coopération multilatérale renforcée et des mises en évidence par l'ampleur de la crise actuelle. La question des cyberattaques et de la cybersécurité est devenue un élément central de la guerre moderne avec des infrastructures critiques devenant des cibles. La protection contre ces menaces invisibles est un défi constant pour tous les États. Les populations civiles, en particulier les femmes, les enfants et les personnes âgées, sont les premières victimes du conflit, confrontées à la violence, aux déplacements forcés, à la faim et à l'absence de services de base. Leur protection et leur assistance devraient être une priorité absolue. La résilience des communautés locales face à la guerre est souvent sous-estimée. Malgré les destructions, des efforts remarquables de solidarité et d'entraide émergent, offrant des lueurs d'espoir pour la reconstruction et le rétablissement de la vie civile. Le rôle de la diaspora dans le soutien à leur pays d'origine est crucial, tant sur le plan financier qu'humanitaire. Leurs efforts sont un témoignage de l'attachement aux racines et de la volonté de contribuer à la reprise. Enfin, la leçon la plus importante de ce conflit est peut-être la reconnaissance de l'interconnexion globale. Ce qui se passe dans une région du monde a des répercussions bien au-delà de ses frontières, soulignant la nécessité d'une approche holistique et coopérative pour relever les défis mondiaux. Question à vous, indiquez pays, ville et heure actuelle chez vous maintenant. Voilà, la situation est complexe. Quels sont les véritables enjeux cachés derrière les déclarations officielles? N'oubliez pas de vous abonner pour des analyses sans concession. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez ce message, aidez-nous à dévoiler la vérité au-delà des apparences.